Une vie, une œuvre. Roberto Juarós, 1925-1995. Le puits et l'étoile. Une émission proposée par Catherine Soulard. Je crois, je ne sais pas si je suis poète dans le dernier sens. Qui peut dire je suis un poète? On parle de poète, on parle de poésie en général, c'est pas. En parlant comme ça, je dirais que je préfère dire que je suis toujours poète. Il y a parfois les moments d'excellence, les moments de plénitude, les moments d'intensité. Mais il y a, parmi les moments dans lesquels on crée les poèmes, parmi ces moments, il y a, j'ai dit quelquefois, une espèce de fidélité dans l'absence. C'est-à-dire, le problème pour moi n'est pas d'être toujours avec les yeux ouverts. On doit dormir aussi. D'être toujours dans la plénitude de la vision du monde et du langage. Non, c'est impossible. L'homme n'est pas Dieu, n'est pas un ange. L'homme, c'est une créature fragile et tout ça. Mais, dans sa fragilité, il y a une attitude. Et cette attitude est présente dans le moment où il crée les poèmes, et cette attitude, sans le dire, sans l'exprimer directement, est présente dans le moment où il va dans le marché. La lucha inagotable entre los seres es la primera condición de ser. Ser rosa es luchar contra otra rosa, visible o invisible. Raphaël Sorin, si je vous dis vertical, vous pensez à qui? À quoi? Je pense forcément au contraire d'horizontal, surtout pas à la Pampa, et je pense évidemment à Juarós, petit homme rond, extrêmement sympathique, pas du tout le personnage qu'on attendait devant ses poèmes, un peu austère. Et c'est vrai qu'il a introduit dans la poésie moderne, et peut-être dans la poésie tout court, un mot vertical, qui est très beau d'ailleurs en espagnol, vertical. Et on ne peut pas penser à lui et penser à ses poèmes, ni même lire ses poèmes sans avoir cette espèce de nervure verbale, qu'il est. Au fond, c'est comme un arbre. Il a réussi cette chose prodigieuse, avec un seul mot, de rendre présent à la fois sa personne, même si elle a disparu, et puis son travail. Octavio Paz a dit de lui, ou de sa poésie, je ne sais plus, qu'elle était à la fois un puits et une étoile. Oui, c'est le propre de la verticalité, justement. C'est qu'il touche à la fois les étoiles et le plus profond de la terre. Et ça, je crois que c'est un des seuls poètes contemporains qui a eu cette puissance-là. Il faudrait remonter pratiquement au romantique allemand pour trouver cet œil qui est capable d'embrasser à la fois le ciel et la terre. Peut-être dans ce monde, des gens qui sont capables d'irradier une sorte de beauté tranquille sans vous tirer par la manche et sans tourner sur eux-mêmes comme des petits marquis en montrant leurs atours. C'est presque moral comme relation à l'objet. C'est sûrement moral même. Dormir est une autre façon de penser. Penser, une autre façon de rêver. Rêver, une autre façon de ne pas être. Ne pas être, une autre façon d'exister. La roue tourne et tourne. Les chemins s'enroulent autour de la roue et la roue les entraîne comme des rubans poudreux. La roue tourne et tourne, mais il n'y a plus de chemin. Et Juarós avait ce côté étrange pour quelqu'un qui écrit les poèmes verticaux. Il était absolument pas vertical, il était rond, il était circulaire, mais avec une présence un peu comme des pierres gravées, ces pierres mystérieuses, on ne sait pas très bien d'où elles viennent, qui ont des messages qu'on ne sait pas déchiffrer, mais qui sont bien là, qui irradient quelque chose. Pour moi, c'est quelqu'un qui était rond et qui était taillé dans une sorte de basalte, peut-être, ou une pierre mi-précieuse. Quelqu'un de très fort, sûrement.
Cette profondeur donc, que vous avez ressentie, vous l'avez trouvée dans sa poésie. C'est une poésie que vous lisez encore, qui vous aide, qui est là, debout, qui vous accompagne. Il m'est arrivé assez souvent de prendre un poème de Juarros et d'être frappé par la permanence de l'impression que j'avais. Il n'y a pas de déperdition d'énergie. Il y a certains poètes qu'on aime beaucoup à un certain moment de sa vie, ou alors à la première lecture, et puis qu'après on abandonne, qui vous semblent pas à la hauteur de ce qu'on croyait. Là, j'ai l'impression chaque fois, un peu comme devant certains tableaux, vous retrouvez même des peintres contemporains, des artistes contemporains. Il y a certains tableaux de Fontana que j'aime beaucoup. J'aimerais bien avoir un tableau de Fontana chez moi à cause de ça. C'est que ça ne déçoit pas. Il y a jamais quelque chose en plus ou quelque chose en moins. C'est là, c'est bien là, c'est présent. C'est une sorte de perfection. C'est une sorte de beauté. C'est un peu la beauté d'une sculpture de Brancusi aussi. C'est comme un geste. C'est quelque chose qui creuse le silence, mais pas de manière tonitruante ou de manière envahissante. C'est ça qu'il a réussi vraiment. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il a continué, que de livre en livre, c'est comme un arbre qui se développe. Il n'y a pas eu de fadeur, d'affaiblissement, de perte de sève. Il n'y a pas eu, je crois, jamais chez lui. Son œuvre poétique doit être assez peu abondante, je pense. 13 volumes. C'est pas énorme. Eh bien, on a l'impression que ça atteint vraiment une sorte de perfection monumentale avec 3 fois rien. Roger Munier, vous m'avez dit un jour à propos de Roberto Juarros, je l'aime parce que sa poésie ne ressemble pas au genre poétique. Or, vous êtes un poète, donc vous savez de quoi vous parlez. Oui, c'est une chose que j'ai souvent dite, ou tout au moins de temps en temps dite à Roberto, et qui l'agaçait un peu, parce que lui pensait que ce qu'il faisait, c'était naturellement de la poésie. En fait, la poésie, c'est un champ tellement énorme et vaste que, oui, bien sûr, on parlera toujours des poèmes de Juarros. Enfin, malgré tout, je crois que c'est une entreprise extrêmement particulière et très peu banale. C'est une parole qui est poétique, et de toute évidence. C'est une parole qui prend un chemin de poésie dans le territoire de ce qu'on pourrait tout de même appeler davantage la pensée. Quand on lit un poème de Juarros un peu vite et en survolant un peu trop peut-être, on est tenté de penser qu'il s'agit là d'une sorte d'exploration très étrange de domaines de l'esprit qui ressortissent davantage à la pensée. Et non, je ne le crois pas. Parce que le chemin pour entrer dans ce domaine et pour s'y étaler heureusement, comme il arrive dans tous les textes de Juarros, est un chemin de poésie. C'est-à-dire qu'il emploie toutes les ressources de la poésie pour cheminer dans un inconnu qui serait bien davantage un territoire de pensée. Alors dans l'opération, la poésie en prend un coup, si j'ose dire, et la pensée aussi. C'est-à-dire que la poésie, qui est celle de Juarros, fait très peu de cas de ce qui d'ordinaire semble la marque très certaine de la poésie et qui est notamment l'emploi des images, dont certaines sont très belles, fulgurantes. Il en a, bien sûr, mais pas beaucoup. Et d'autre part, son vocabulaire est simple. Ce qu'il y a de plus poétique chez lui, c'est certainement davantage le rythme. Le rythme. Il y a un rythme poétique, c'est indubitable. Roberto Juarros, un homme droit, intense, discret, qui ne chercha jamais à être célèbre et ne le fut que tard, grâce à la ferveur d'un petit groupe. Fernand Verhessen, son premier traducteur et éditeur, Roger Caillois dans les années 60, puis Roger Munier, Michel Camus et Sylvia Baron-Supervielle. Une vie dans l'ombre, en Argentine. Un titre unique pour toute une œuvre. Poésie verticale. Seul change, à chaque volume, le numéro d'ordre. Un seul titre donc, qui dit tout, presque tout, de cet immense Argentin dont Octavio Paz a pu dire « Il était un poète, haut et profond ».
Sofia Baron-Supervielle, vous avez découvert Roberto Juarós dans les années 50, quand vous étiez encore en Argentine, et vous l'avez découvert par un petit livre à la couverture verte, le premier Poésie verticale. J'ai acheté ce petit livre, je ne sais pas comment, c'est ces petits livres qui arrivent souvent entre mes mains. Et j'ai donc acheté ce petit livre, je ne me souviens pas très bien quelle année, en Argentine, à Buenos Aires. Je sais que le livre date de 1958. Et donc, j'ai lu ce petit livre sans savoir qui était son auteur, ça je me souviens très bien. Et j'étais terriblement frappée de ces poèmes. C'était le premier numéro de Poesia Verticale que Roberto Juarós avait édité à compte d'auteur. Et je l'ai retrouvé très longtemps après, parce que je suis venue d'Argentine presque sans valise pour un voyage de 3 mois. Et tout de même, j'ai retrouvé ce petit livre entre mes choses et dans ma bibliothèque 20 ou 30 ans après. Donc c'était quelque chose de très cher pour moi. ¿Dónde está la sombra de un objeto apoyado contra la pared? ¿Dónde está la imagen de un espejo apoyado contra la noche? ¿Dónde está la vida de una criatura apoyada contra sí misma? ¿Dónde está el imperio de un hombre apoyado contra la muerte? ¿Dónde está la luz de un Dios apoyado contra la nada? Tal vez en esos espacios sin espacio esté lo que buscamos. J'ai vu Roberto Juarós dans les années 78. Un jour, il y a des amis qui sont venus chez moi avec lui et j'étais très émue. En plus, il est né à Coronel Dorrego, qui est un lieu, une petite ville du sud de l'Argentine, un lieu très désertique que je connais bien parce que j'allais dans un endroit pas loin de Coronel Dorrego passer mes vacances d'été lorsque j'étais jeune. Et je connais très bien ce lieu qui vraiment est la proie du vent et du soleil, Coronel Dorrego. Et lorsqu'il m'a dit, je ne savais rien de lui, je suis née à Dorrego, c'était un lien encore plus fort entre nous. Ce qui m'a frappé tout de suite, et ce n'est pas non plus la première fois que cela m'arrive, c'est qu'il ressemblait à sa poésie. Il avait dans ses yeux toute sa poésie. Il avait une profondeur absolument incroyable dans ses yeux et dans ses gestes. C'est, je crois, la personne qui m'a le plus donné l'impression de profondeur. Vraiment, quand on était avec lui, on sentait une telle intensité qui venait d'un tréfonds, d'une profondeur très grande que je n'ai jamais ressentie chez personne d'autre. Et à côté de cela, une très grande facilité pour rire de n'importe quoi, une affection absolue, retenue aussi, très forte, on sentait chez lui. Ce qui m'a tout de suite beaucoup plu dans sa poésie, c'est ces mots très simples où il essayait de chercher dans le vide, c'est-à-dire il écrivait dans le vide, Roberto. Il essayait de gravir quelque chose dans ce vide et dans l'obscurité. Et à partir de ce dépouillement absolu, à mon avis, Roberto Juarós a fait table rase avec la littérature et avec tout ce qui pouvait être au monde et est parti du dépouillement absolu, du vide. Donc tous les mots sont venus d'un lieu désert, et d'un lieu désert à l'envers et à l'endroit. Parce que lui, il aimait beaucoup raconter l'endroit des choses, mais surtout l'envers des choses. Il disait que toutes les choses avaient un dos et qu'au fond, ce qui l'intéressait le plus, c'était la face cachée des choses. Même Dieu avait un dos. Même Dieu avait un dos, il en parle dans ses poèmes toujours. Et puis là aussi, j'ai lu quelque chose de très beau dans les fragments verticaux que j'ai traduits de lui,
Au fond, sa prose, il a écrit 2 ou 3 livres de prose, et surtout ses fragments verticaux qui sont en prose, et sa poésie sont absolument identiques. Il semble simplement, avec sa poésie, découper d'une façon différente le texte, mais c'est pareil, et même lorsqu'il parlait. Je veux dire, c'était un tout. D'ailleurs, je n'ai jamais pu le séparer, lui, de sa poésie, c'était aussi un tout. Où est l'ombre d'un objet appuyé contre le mur? Où est l'image d'un miroir appuyé contre la nuit? Où est la vie d'une créature appuyée contre elle-même? Où est l'empire d'un homme appuyé contre la mort? Où est la lumière d'un Dieu appuyé contre le néant? Dans ces espaces sans espace est peut-être ce que nous cherchons. Je ne sais même pas si on peut dire que c'était un poète, parce qu'il était plus que cela. Il disait d'ailleurs, la poésie est mon identité, ce qui, d'une certaine manière, met entre parenthèses le moi. Et il vivait vraiment la poésie dans sa vie, c'était quelque chose d'incarné, de quotidien, même quand il a eu quelques petites crises cardiaques, et même quand il était à l'hôpital, la première chose qu'il faisait, c'est de prendre un petit papier et d'écrire un poème. D'ailleurs, juste avant de mourir, il pouvait plus écrire, et il a dicté un poème à sa femme, Laura Serrato. Je n'ai jamais rencontré un homme habité comme lui par la poésie. Mais qu'est-ce qu'on entend par poésie? C'était quelque chose que j'appellerais plutôt la transpoésie. C'est-à-dire? Vous savez, il a parlé à un moment donné, il a utilisé le verbe transnommer dans un... Débaptiser le monde, oui, pour fonder sa présence. Et la transpoésie, ce serait que le langage, que l'homme lui-même n'est qu'un instrument pour faire allusion à quelque chose qui le dépasse, qui le traverse d'abord, parce qu'il était traversé, et qui le dépasse. Donc il y a une dimension du sacré, mais comme il le disait, sans théologie, par rapport aux traditions constituées. On pourrait dire que c'est un hérétique d'une certaine façon, mais Maître Eckhart aussi était un hérétique. Et je ne connais pas beaucoup d'exemples. À propos d'Edmond Jabès, j'avais parlé de métapoésie, par exemple, parce que la poésie, c'est finalement est une interrogation sur l'essence de l'homme, sur l'énigme de l'univers. C'est-à-dire les questions qui étaient déjà posées dans le Rig Veda il y a 4000 ans. C'est donc une démarche qui n'est pas celle de la poésie française, disons, qui a eu des courants divers, mais parfois formalistes. Disons, Roaros, ce n'est pas de la poésie poétique, et c'est ce qui a un peu désarçonné le public de ses lecteurs, même en Argentine, parce qu'il a été connu finalement à l'étranger avant d'être reconnu en Argentine. C'est une poésie qu'on peut qualifier de métaphysique? Vous savez, les mots, c'est prête vite à confusion. On pourrait la qualifier d'axiomatique. Comme disait Schlegel au début du 19e, à l'époque des pré-romantiques, il disait que la poésie pouvait être didactique à condition d'être prophétique, qu'elle était apte d'ailleurs à être prophétique. Alors le mot métaphysique prête à confusion parce qu'en même temps, c'est quelque chose, la langue est aussi quelque chose d'extrêmement physique. Disons qu'il y avait une perception du métaphysique dans le physique. Mais c'était pas de l'angélisme, il n'était pas en train de partir dans les nuages. C'est pas de la philosophie, mais il y a de la pensée. C'est de la pensée poétique. C'est un homme qui était doué d'une immense culture orientale et occidentale. C'est un homme pour qui la philosophie était non pas quelque chose de conceptuel, d'académique, d'universitaire, mais
la philosophie pour lui c'était une expérience vivante. Et c'est certain qu'on peut trouver dans certains de ses poèmes comme ça quelque chose de zen. Hein. Mais il n'y avait pas d'emprunt à des traditions ésotériques, orientales ou occidentales. C'était un très grand lecteur de Maître Eckhart pour parler de tradition occidentale. Il n'y avait pas d'emprunt parce que il était proche de la source et il était traversé, donc ça venait comme ça. Je veux dire, hein, il n'y a pas un travail intellectuel, c'est quelque chose de global, c'est plus proche du cœur, en enlevant le côté sentimental du cœur, plus proche du cœur que de l'esprit. Il disait la poésie est la plus grande réalité possible, la plus grande intensité possible. Oui, ça fait partie d'une sorte de mythe de la poésie. C'est-à-dire que la poésie, c'est un peu le réel absolu. Et en même temps, ça reste une énigme totale, parce que c'est comme si on remplaçait un mot par un autre, d'une certaine manière. Hein. Donc, la poésie était le réel du réel, ajouter de la réalité à la réalité. Hein. C'est un peu ce qu'il dit dans certains entretiens. Maintenant, à la fin de sa vie, il a fait partie du CIRET, le Centre international de recherche et d'études transdisciplinaires. Et cette démarche l'a vraiment interrogé, parce qu'il concevait la poésie comme quelque chose de premier, d'unique. Et puis il s'est rendu compte finalement que toutes les démarches étaient dans le fond quand même des démarches relatives, et vers un sentiment peut-être de l'absolu, peu importe. Et il a un petit peu relativisé à la fin de sa vie cette absolutisation de la poésie, ce qui ne change rien au fond de sa démarche. L'efficacité de la poésie, c'est un acte de foi pour moi, mais c'est une autre efficacité. C'est l'efficacité du mot qui arrive jusqu'au silence profond de l'homme. C'est le mot qui prend l'homme dans les dernières limites. C'est l'efficacité qui n'ont pas toutes les autres formes d'expression, d'action, de politique, de relations sociales et tout ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est la vraie forme de l'efficacité pour moi. Je pense que l'homme ne peut pas vivre sans cette efficacité, que l'homme ne peut pas rester sur la terre, ne peut pas être une être concrète, si l'on a l'efficacité des dernières choses, l'efficacité du mystère, par exemple, l'efficacité d'aller vers l'impossible. Disons que grâce à lui, j'ai compris que l'Argentine ouvrait aussi sur le Pacifique et sur l'Orient. Il était le plus oriental des poètes latino-américains, et il avait un humour comme on en trouve chez certains sages japonais ou chinois. Il avait cette capacité à la fois très méditative et d'ironie douce d'être dans la vie. C'était quelqu'un qui avait une présence très apaisante et très jubilante. Il ne parlait pas beaucoup, hein. C'était pas un grand volubile. Il mesurait chacun des mots qu'il disait. Il n'était pas muet, mais c'était pas quelqu'un qui allait parler pendant des heures et des heures. Il avait des silences aussi toujours teintés d'humour. Il avait un visage souriant, mais un peu souriant comme sont les représentations des Bouddhas. C'est-à-dire, on ne sait pas si c'est un sourire dirigé vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Il faut vivre ce que nous n'avons pas. Ainsi, la perfection désolée de la parole, le sourire résistant des morts, le midi vibrant des minuits, les méandres désespérés de l'écume ou la vieillesse fripée du nouveau-né. Car bien que nous n'ayons pas non plus ce que nous avons, ce que nous n'avons pas nous ouvre mieux la vie. Déshérités du centre, le seul héritage qui nous reste est dans le décentré. Basarab Nicolescu, vous êtes scientifique, vous travaillez au CNRS, vous êtes physicien des particules. Comment le physicien a-t-il rencontré un jour le poète Roberto Juarros, rencontré et aimé? Par ce qu'on peut appeler les hasards objectifs, peut-être. Je l'ai rencontré pour la première fois dans l'appartement de mon ami Michel Camus,
Et ce fut une sorte de reconnaissance immédiate dans une discussion justement qui portait d'emblée, sans aucune introduction, sur la relation entre la science et la poésie, entre la poésie et la réalité, entre la science et la réalité. Donc ce fut une introduction toute naturelle. Et oui, c'est bien que vous ayez prononcé les mots amour. C'est vrai, je l'aimais du premier instant, parce que je l'ai senti comme quelqu'un qui n'était jamais, et ça s'est confirmé par la suite, jamais ancré dans ses certitudes, comme un vrai chercheur, un chercheur de vérité, et c'est peut-être ce qui nous a le plus rapprochés. Alors vous êtes allé tout de suite au cœur, à l'essentiel. Vous parliez du tiers inclus. Qu'est-ce que c'est que ce tiers inclus? Ce tiers inclus veut dire qu'il y a toujours, dans les oppositions binaires auxquelles nous sommes habitués, un troisième terme, toujours, qui est pas le médiateur, mais qui unifie les contradictoires. C'est un peu comme un bâton qui a toujours deux bouts. Si on veut séparer un bout de l'autre, on obtient toujours un bâton qui a deux bouts. Eh bien, ce troisième, c'est peut-être ce qui nous reliait, ce tiers inclus sur lequel on a discuté, oui, toute la nuit. Et je fus émerveillé de trouver par la suite un peu la même idée autrement exprimée dans un passage admirable des Poésies et réalités, quand il parlait du besoin de la resacralisation du monde. Et à ce moment-là, pour lui, la poésie, c'était une sorte d'approche suprême. Je dis à ce moment-là parce qu'ensuite, sa pensée a évolué quelque peu. Et par rapport à cette position, et il parlait de notre monde comme étant un monde avec ses lois, de l'autre monde qui a ses propres lois, et il parlait d'un monde troisième qui, à ce moment-là, c'était le monde de la poésie, et peut-être son interrogation, je les pose comme question même aujourd'hui, sur les tiers inclus, c'était de comprendre lui-même la nature de ce monde troisième. Michel Camus est passé par là, il a écouté votre conversation, et il a dit tiers secrètement inclus. Oui, le mot secrètement inclus a révélé tout de suite ces dimensions invisibles, je dirais, de ce que j'essayais d'expliquer à Roberto de la science, de la physique quantique, de la cosmologie quantique, parce que tout ce qui était en jeu dans ces discussions, c'était les problèmes de la connaissance, à vrai dire. Et je les sentais qu'à l'époque où j'ai rencontré, en 91, en février 91, pour lui, la poésie, c'était un mode de connaissance, même le mode de connaissance suprême. Donc, mais qu'en même temps, il avait des doutes, qu'il se posait des questions sur la connaissance scientifique. Quelle est la valeur de la connaissance scientifique? Et je crois que ces mots secrètement inclus nous a donné à tous les deux, à tous les trois, à toutes les personnes qui étaient présentes, tout d'un coup, l'impression que entre ce qu'on discutait, il y avait quelque chose d'autre, c'est-à-dire entre la poésie et la science. Ces fameux mondes troisième, dont peut-être, avec le temps, nous sommes arrivés de l'approcher un peu plus, tous les deux, dans nos discussions. Et ce tiers inclus s'est révélé tout d'un coup dans sa dimension aussi sacrée, oui, sacrée. Et je crois que c'est pour ça que ce fut une sorte de révélation pour tous ceux qui étaient là. Alors à propos de Dieu, c'est très beau, j'ai trouvé un petit texte dans les fragments verticaux donc, où il dit qu'il existe ou qu'il n'existe pas, il est nécessaire de créer Dieu. Dieu doit être une création de l'homme. Cela est plus important que le fait que l'homme soit ou pas une création de Dieu. Le problème ne consiste pas dans le fait que l'homme n'ait pas d'existence sans Dieu. L'homme n'existe pas s'il ne crée pas Dieu. Ou peut-être l'homme existe-t-il afin que Dieu existe. Nous n'en avons jamais parlé parce que c'était une conversation, disons,
qui était un superflu entre lui et moi. Mais je crois que lui, il a désespérément cherché Dieu. Je pense en plus qu'il l'avait en lui, mais qu'il pensait le fait de ne pas dire qu'il croyait en Dieu ou le fait de ne pas affirmer sa croyance était la façon la plus forte de garder en lui quelque chose qui pourrait ressembler à Dieu. D'ailleurs, Roberto n'affirmait jamais rien. C'est ça qui était si beau dans sa poésie. Toujours, il écrivait, il commence ses phrases « peut-être telle chose » ou « qui sait telle autre chose ». Dans cela, je ne crois pas du tout qu'il ait été ni philosophe, ni un philosophe, ni un théoricien, ni ce qu'on appelle un intellectuel, un spécialiste. Il était toujours au bord des choses, il aimait ça. Il pensait que c'était là où on pouvait trouver, si on avait une chance de trouver quelque chose, on pouvait le trouver là où on n'avait pas besoin d'affirmer quoi que ce soit. Il s'est toujours maintenu sur ce fil du rasoir, tout prêt à tomber, mais toujours debout. Le centre est une absence de point, d'infini et même d'absence. J'ai fini de prier. Je vais chercher maintenant le dos de Dieu. Et ne s'attendent que par l'absence. Il faut vivre ce que nous n'avons pas. Chercher la rose. Il faut s'attacher qui ailleurs. Se lève entre les roses, même s'il n'y a pas de rose. Ces mots n'étaient pas poétiques, ce qu'on est habitué de la poésie. Il n'employait pas des verbes, un langage avec des verbes ou des mots clinquants. Il ne parlait pas de choses poétiques, jamais. C'était vraiment l'envers de la poésie et pourtant c'était comme si c'était la clé de l'existence, la seule réalité possible. Il l'avait, c'est ça qu'il avait, il avait trouvé absolument cela, je veux dire, avec cet envers de la poésie, il avait trouvé une sorte de réalité. Et on le voyait ou on ne le voyait pas, parce que j'imagine que certaines personnes qui ont une idée de la poésie, justement, différente de la sienne, ne pouvaient pas reconnaître chez lui cette vérité essentielle de la poésie et qui n'est pas non plus de la philosophie, ni de la théologie, ni de la théorie de quoi que ce soit. C'est comme si c'était le nœud de la vie même. Et voilà ce qui est pour moi Roberto. D'après tout ce que vous venez de dire, là, on a l'impression que quand vous rencontriez Roberto Juarros, vous n'aviez pas besoin de parler. On parlait d'une chose et de l'autre. J'étais aussi amie avec Laura Serrato, que j'aime énormément, sa femme. Et ils avaient tous les deux beaucoup d'humour. Et j'ai eu la chance de les revoir à Paris et de les loger dans un petit studio. Donc, Robert et sa femme Laura sont venus vivre dans l'île Saint-Louis pendant un mois. On s'est vus très souvent. Mais nous parlions toujours d'autres choses. Ils aimaient beaucoup boire, manger et vivre, parcourir Paris. Ils allaient partout visiter des expositions. Laura, sa femme, est une spécialiste de littérature anglaise, donc, et de Beckett, entre autres choses. Donc, on parlait comme ça de beaucoup de choses que nous avions en commun, mais pas nécessairement de littérature. Vous savez, on n'a pas besoin de parler de littérature entre écrivains. Si on se voit, ça veut dire que déjà tout est dit. Mais il parlait très volontiers. Il avait beaucoup d'humour. Il avait des colères aussi, paraît-il, très fortes. Paraît-il qu'il avait des colères. Moi, je n'ai jamais
eu cette expérience. C'est un petit peu gênant de le dire, mais c'était deux personnes tout à fait admirables, parce qu'ils ont vécu dans une Argentine terrible, étant tous les deux avec des postes à l'université, très mal payés, mais vraiment c'était honteux. J'avais honte que ce pays, que des gens d'une aussi grande qualité que lui et sa femme n'aient pas les moyens de voyager, puisque Roberto était traduit en France et dans beaucoup d'autres pays. Et vraiment, ils n'ont jamais quitté ce pays, ils ont toujours tenu à être dans leur poste à l'université, faisant ce qu'ils entendaient qu'ils devaient faire dans un pays déchiré où tout le monde essayait de garder son argent ailleurs ou de tricher avec ce qui était dans leur entourage. Et ils ont toujours suivi une ligne dans leur vie exemplaire, et ça, j'ai une très grande admiration pour lui. Aussi dans ce sens, il me semble qu'il faut le dire, parce que il n'y a pas beaucoup de personnes aujourd'hui dans le monde qui sont capables de suivre ce chemin. Et alors moi, j'étais terriblement inquiète et peinée, pour ne pas dire désespérée, quand j'ai su qu'il avait cette maladie et qu'il devait justement faire 2 fois par semaine, aller faire ses dialyses, où il souffrait beaucoup. Je ne comprenais pas comment ce pays en Argentine ne lui facilitait pas plus les choses. Je me disais, ce n'est pas possible qu'on ne puisse pas l'opérer. Mais enfin, vous savez, les gens qui ont beaucoup d'argent auraient peut-être pu se faire opérer, mais lui, c'était ça le problème. Enfin, tout ça m'a paru très injuste. Et j'ai vu Roberto, je crois que 2 ans avant sa mort, et il était très inquiet et il voulait s'opérer. Il cherchait désespérément un médecin ou un pays qui puisse lui faire trouver un rein pour lui. Et apparemment, c'était impossible. Les pays, il y avait des queues de personnes qui attendaient. Donc, il a regardé avec un courage très grand, je crois, l'issue fatale qui allait venir. Et il a eu beaucoup de courage et ça ne m'étonne pas de lui. Voilà ce que je peux dire. Il a continué d'écrire. Il a continué d'écrire jusqu'à, je crois, la fin. Je ne connais pas exactement, mais je crois qu'il a écrit jusqu'à la fin. Il avait toujours dans ses mains des petites fiches où il notait tout ça. Et alors souvent je riais parce que nous allions au restaurant. Je disais, ça y est, tu vas sortir tes fiches. Sortez ces fiches pour noter des choses ou écrire un petit poème. Tout chemin d'aller est une illusion. Seul est réel le chemin de retour. Car si l'on ne peut revenir à rien, le chemin de retour n'est pas un chemin en arrière, mais bien le seul chemin d'aller. C'est pourquoi, si ignorer est une absence, cesser de savoir est une présence. La médiation de la bobine fait se confondre les extrêmes du fil. Ainsi, le silence n'est pas la négation de la parole, mais le portique de son imminence. Ainsi, ce qui le plus nous attend, nous le portons au-dedans de nous. Et l'unique foi qui résiste au siège impitoyable n'est pas même celle qui crée son objet, mais bien celle qui, à l'image de la vie, n'est que foi en la foi. Ce qui est extraordinaire chez lui, pour un homme qui a suivi des études littéraires, c'est l'emploi d'un vocabulaire scientifique, de concepts scientifiques même. Il y a des inversions. Par exemple, quand il dit l'absence de frondaison, il passe aux frondaisons de l'absence. Il y a des répétitions, des renforcements comme des mises au carré. Le maniement du paradoxe, ça c'est très, très important chez lui. Et l'emploi d'un vocabulaire scientifique, mathématique, physique, topologique, géométrique. Moi, j'ai relevé un certain nombre d'expressions. Un polyèdre infini, parabole aberrante, altérité concentrique, une autre espèce de tangence, théorème ultime et ses corollaires, ratifie les processus. C'est extraordinaire, ce maniement des concepts scientifiques. Oui, c'est vrai. C'est peut-être assez argentin, ça, n'est-ce pas? L'Argentine, c'est l'Europe
qui s'est trouvée déportée là-bas et qui a trouvé une terre où elle puise des sèves extrêmement neuves, mais en même temps où tout le passé de l'Occident européen reste vivace. Et personnellement, moi, ce n'est pas ce qui me séduit le plus dans la poésie de Juarros, et dans tout ce que vous venez de dire, qui est une référence donc à des données techniques, technologiques, scientifiques, mathématiques. Ce qui me paraît certainement le plus clair, je dirais un peu en philosophe, c'est le renversement dialectique, vous comprenez ? Et le renversement dialectique, ce n'est pas un usage de concept scientifique, c'est quelque chose qui est assez volontiers employé, qui ne doit pas d'ailleurs l'être à trop âgé, trop continu, parce que ça peut paraître une certaine facilité. L'absence de frondaison, les frondaisons de l'absence, c'est extrêmement beau parce que c'est poétiquement récupéré dans le renversement lui-même. Et je pense que ça ressortit peut-être davantage à l'obsession, on pourrait dire, de Juarros de chercher derrière les choses, non pas au-delà d'elles, mais quelque chose comme leur envers, qui se trouve aussi être leur abîme, n'est-ce pas ? Chercher la rose même s'il n'y a pas de rose. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et alors quand il dit aussi, c'est tout à fait dans le début, c'est presque même un espèce de leitmotiv qui n'est revenu dans aucun poème, mais c'était dans la revue qu'il dirigeait avant même de publier sa première poésie verticale, et c'est une revue qui s'appelait Poésie. Imaginar una lámpara hasta encenderla. Ça veut dire imaginer une lampe jusqu'à l'allumer. Qu'est-ce qui vous a attaché à cette poésie ? Mais c'est qu'elle a deux qualités qui me semblent assez inappréciables. D'une part, elle frappe immédiatement. Et c'est une poésie qui n'a pas de fond. C'est-à-dire, plus on le lit et plus on découvre des choses. 1993, 13e poésie verticale, traduction Roger Munier, édition José Corti. 1994, fragments verticaux, traduction Sylvia Baron-Supervielle, édition José Corti. En face du Jardin du Luxembourg, un soir, ferveur et recueillement à la librairie. Près de l'escalier de bois, Bertrand Fiodo. Et on avait fait une expérience très particulière à la fois à la librairie et à un salon du livre. On avait choisi quelques fragments et on les avait affichés, placardés en les agrandissant. Et au salon du livre, qui est le lieu vraiment le moins propice à la poésie, on voyait des gens qui passaient comme ça devant le stand et puis leurs yeux se fixaient par hasard sur ces textes et ils étaient comme foudroyés. Ils étaient vraiment arrêtés dans leur élan. Quelquefois, les gens étaient en route vers je ne sais pas où et d'un seul coup, ils voyaient ce texte et ça les frappait complètement. Donc il y a une évidence dès le départ et ensuite, quand on se met à relire ces textes qui sont immédiatement lisibles, on s'aperçoit que c'est une pensée sans fond et que c'est une pensée de l'écoute. C'est-à-dire que l'écrivain, le poète n'impose pas quelque chose, mais en fait, c'est le lecteur qui va remplir ce vide. C'est chaque lecteur qui crée sa propre poésie. Voilà, parce qu'il est confronté à un texte qui est très ouvert, quelquefois un petit peu même paradoxal, et c'est au lecteur ou à l'auditeur de donner un sens à ce texte-là, un sens à lui. Peut-être provisoire, parce que quelquefois, quand il va reprendre le livre, relire le même texte, il va trouver d'autres sens à cette poésie. On a l'impression que c'est une poésie qui plaît aux gens qui n'aiment pas d'habitude la poésie. Oui, on a eu souvent la réflexion de lecteurs à la librairie qui nous disaient moi je n'aime pas la poésie, qui était très franc de ce point de vue-là, et qui disait là j'ai eu le sentiment que d'un seul coup c'était un texte que je pouvais lire. Alors que si on disait que Roberto Juarros est peut-être le plus philosophe des poètes, au contraire, les gens se bloqueraient et n'iraient pas voir ces textes, alors que si on leur présente le texte, ils y rentrent tout naturellement. Et vous savez ce mystère d'où il vient ? Parce que les mots en eux-mêmes sont très simples. Les mots sont d'une simplicité complète, les idées sont d'une grande simplicité. Je pense que c'est sans doute
à la fois parce que Roberto Juarros était quelqu'un qui avait une culture fabuleuse, qui connaissait parfaitement les romantiques allemands, qui connaissait parfaitement les grands mystiques. Donc il avait une culture un petit peu comme Octavio Paz, qui était un de ses amis, qui saisissait l'ensemble de la culture occidentale et non occidentale. Et ça passait par son filtre, et il avait envie, je pense, de la faire ressurgir comme une source. Et cette source était la plus limpide possible. Donc ça, il avait c'était presque un sorcier pour ça. Il paraît qu'il n'arrêtait pas de corriger un texte. Oui, sur les épreuves, c'était assez frappant. Sur le dernier livre qu'on a fait de son vivant, qui était Les fragments verticaux qu'avait traduit Sylvia Baron-Supervielle, elle avait voulu lui faire plaisir, elle avait donc envoyé les épreuves. Et on a vu que ce soit sur l'espagnol ou le français, il revenait perpétuellement, il suggérait des choses, il revenait sur son avis. Donc après, on avait presque regretté de lui avoir soumis les épreuves, parce que c'était aussi pour lui une certaine souffrance de corriger ces textes. Donc après, on s'était dit, si jamais on refait un livre, on ne lui montrera pas les épreuves. Et malheureusement, le prochain livre, il ne verra pas les épreuves. Mais on le fera quand même. Traverser comme un météore l'infini des dieux et s'engager dans les autres infinis, les infinis de nudité, là où les roses fleurissent sans pourquoi, là où une aile sert aussi à penser. Il faut apprendre les leçons qui se dessinent dans la face inférieure des ponts. L'envers est la zone où tout le perdu se retrouve. Je me tourne vers toi, au lit ou dans la vie, et je découvre que tu es faite d'impossible. Je me retourne alors vers moi et je vois la même chose. C'est pour cela que, bien qu'aimant le possible, nous finirons par l'enfermer pour qu'il n'empêche plus cet impossible sans lequel nous ne pouvons vivre ensemble. André Welter, quelle était pour vous la spécificité d'un poète comme Roberto Juarros ? Pour moi, c'était le poète qui avait le plus facilement, le plus naturellement accès à la pensée à travers l'expression poétique. C'est assez rare, sans devenir grandiloquent, phraseur, ou sans produire une poésie qui serait une sorte de sous-produit de la philosophie. Il arrivait avec une sorte de naturel à poser des questions philosophiques et métaphysiques les plus compliquées dans les termes les plus simples, et parfois même avec une ironie très grande. Il arrivait à résoudre par la poésie un certain nombre de problèmes que la philosophie ont bien du mal à maîtriser. C'était ce qui me séduisait au premier abord. Et au second, c'est que malgré tout, ça faisait quand même des poèmes. Et des poèmes très beaux à lire et superbes à entendre, surtout quand il les lisait lui-même. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il les animait beaucoup. Roberto, quand il lisait ses poèmes, faisait des gestes. Par exemple, quand une expression qu'il aimait beaucoup, dans le dos de Dieu, ça donnait, il faisait avec son pouce, il montrait son dos. Ce qui fait que comme j'ai beaucoup lu avec lui en public, parce qu'il aimait bien que je lise les traductions françaises quand il lisait ses textes en espagnol, il me demandait souvent de venir avec lui. Au départ, comme tout poète français, on lit plutôt petit bras, en faisant attention de ne pas trop en rajouter, comme ça. Vous savez, c'est une longue tradition de l'ennui de la lecture des poètes français. Il faut vraiment que la salle s'ennuie un maximum pour qu'il soit content. Donc, avec Roberto, au début, j'en rajoutais pas beaucoup. Et puis, la soirée passant, je finissais par me dire que moi aussi, j'avais 2 mains, 2 bras et que je pouvais faire des gestes. Et à la fin, je gesticulais exactement comme lui, encouragé par lui en espagnol. Et ça finissait par donner une expression corporelle à la pensée et à ce qu'il expliquait de la poésie qu'il a définie d'une façon merveilleuse, qui était la musique de la pensée. J'aimais beaucoup lire avec lui. C'était très stimulant et très dynamisant, très dynamique. Ça donnait envie enfin de voir que la poésie pouvait être une manière aussi de danser. Il y a un hymne en attente qui ne peut commencer tant que la danse n'a pas fini de s'occuper du temps. C'est un hymne à rebours, une imminence invertie, l'ultime lien pour enlacer la source avant que son flux ne l'emporte. Il est des chansons qui chantent, il en est d'autres paisibles. Les plus profondes reculent à partir du premier mot.
Comment est-ce qu'on peut expliquer cette œuvre par son enfance, par des souffrances, par des amours, par des paysages? Je ne suis pas sûr qu'il vivait tellement. C'est Sartre qui dit ça, je crois, dans les mots, n'est-ce pas? Celui qui écrit vit pour écrire, fondamentalement, et finalement, comme il vit pour écrire, il ne vit plus. Et je pense que toute la vie de Juarros, qui était réelle, mais qui était une vie comme celle de tout le monde, et il avait des obligations professionnelles, il était professeur à l'université de Buenos Aires, et il fonctionnait comme chacun de nous peut être amené professionnellement à fonctionner. Mais le meilleur de sa vie, qui se donnait dans tel ou tel instant, à la faveur de telle ou telle lecture, immédiatement était consigné dans un poème. Il n'était que l'homme qui capte le présent. Un présent imprévisible et souvent inespéré. Et tout ce qui n'était pas inespéré, il le laissait carrément de côté. Il se racontait très peu. On avait même du mal à le faire parler de ses années d'exil, car enfin il a dû fuir l'Argentine à différents moments, il s'est installé en Colombie, il a une vie relativement agitée, je dirais presque politiquement parlant, quoique son engagement n'ait pas été tel qu'il ait dû s'exiler pour des raisons politiques, mais en fait il s'exilait parce que politiquement il ne supportait pas les gens qui étaient en place à Buenos Aires. On n'arrivait pas à obtenir quelque chose de très précis de lui. Il était simplement très dégoûté à la fin du climat qui régnait en Argentine, et notamment à l'université de Buenos Aires, où les idées qui n'étaient pas les siennes s'imposaient. Mais comme d'autre part, ça a coïncidé avec son réel succès dans son pays même, d'Argentine. Pas oublier qu'il est quand même membre de l'Académie d'Argentine. C'est comme s'il était membre de l'Académie française, n'est-ce pas? Et il a été très reconnu par beaucoup de gens, mais c'était des gens de son bord. Et comme il avait à lutter parfois avec des gens de l'autre bord, et parfois un peu âprement même, il n'en parlait pas. Roberto Juarros a fait des études de philosophie et de lettres à Buenos Aires. Il s'est spécialisé après en sciences de l'information et en bibliothécologie. Entre 58 et 65, il a dirigé la revue Poesia, et entre 71 et 84, il a été directeur du département de bibliothécologie et de documentation à l'université de Buenos Aires. Oui, c'est-à-dire, il y avait une chaire de bibliothécologie qu'il a dirigée pendant un certain nombre d'années, et c'est très curieux, parce que comme poète, c'est un homme, on a pu dire qu'il avait été apolitique. Et quand je l'ai rencontré la première fois, au début des années 80, je lui ai dit, l'enfant, vous êtes contre-politique, ou transpolitique. La politique en soi ne l'intéresse pas. Et vous savez, dans les pays où il y a des dictatures, le principe, quand vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Donc, comme il n'était pas avec le pouvoir, il était nécessairement dans l'esprit du pouvoir, contre le pouvoir. Donc, à l'époque de Perón, il a finalement eu des ennuis à l'université et il était obligé de s'exiler. Et heureusement, il a trouvé un poste de chargé de mission pour l'UNESCO et il allait enseigner justement la bibliothécologie dans des pays d'Amérique latine qui en avaient besoin, où les bibliothèques étaient encore assez sommaires. Et je n'ai plus en mémoire exactement, ça a dû durer quand même 3-4 ans, je crois. Et ça a continué parce que après le changement de régime, quand la gauche est passée, a eu le pouvoir, et en partie l'extrême gauche dans certaines structures, et même universitaires, il a eu les pires ennuis, comme du temps des colonels. Parce que de nouveau, il ne faisait pas de la politique, il faisait de la poésie. Il ne prenait pas parti, ça ne l'intéressait pas. Et on le rejetait toujours dans un extrême, comme si c'était un extrémiste, alors qu'il n'était extrémiste que de la poésie. C'est vrai qu'il est extrémiste en poésie, je veux dire, parce qu'il interroge les pôles les plus extrêmes. Donc il a toujours été mal à l'aise dans cette société
argentine. Quand on le connaît, on se rend bien compte qu'il n'était pas, dans le fond, il n'était pas argentin. Quand il dit mon identité de la poésie, c'est une identité cosmique. Je veux dire, il était chez lui partout et nulle part. Je soupçonne d'avoir considéré la vie, le monde, comme un point de départ et rien de plus. Et un point de départ qui n'était pas vraiment exalté, ni non plus nié. Je me souviens d'une conversation que nous avions sur le quai de la Gardanière. Il était venu chez moi et on attendait le train et je disais que personnellement je ne désirerais absolument pas recommencer ma vie. Alors là, s'il y a une chose qui m'horrifie, c'est bien l'idée qu'il faudrait que je remette ça, n'est-ce pas? Bon. Laura, sa compagne, me disait, oui, moi aussi, oh non, tout sauf ça. Et lui, au contraire, eh bien non. Moi, très volontiers, je recommencerai. Ce qui prouve qu'il avait un amour de la vie. Parce que ça, quand même, c'est une déclaration très forte. Sa vie n'avait pas été qu'une merveille, loin de là. Eh bien non, pas du tout. Il aurait très volontiers recommencé une seconde fois. Seulement, dans l'ordre qui nous occupe, qui est celui de l'œuvre, cette même vie qu'il devait aimer quand même, n'était pour lui que le point de départ. Non pas à une écriture qui raconterait cette vie, ou qui l'enjoliverait, ou qui en ferait de la beauté verbale, mais comme le point de départ à une interrogation qui la renverserait, pour ainsi dire, sur elle-même, en montrerait les profondeurs et sans doute les abîmes. Et peut-être était-ce ce qu'il avait aimé dans sa vie antérieure et pourquoi très volontiers il aurait recommencé. Parce que c'était une vie qui était faite d'événements banals, mais en même temps très intériorisée. Oui, peut-être une existence un peu hallucinée. C'était son travail le plus important dans la vie, c'était ça qui le faisait vivre? Son œuvre? Oui, tout à fait. Enfin, vraiment, c'était vraiment un poète absolu. Et il avait écrit juste deux livres, je crois, Poésie et création et Poésie et réalité, en prose, et ce livre de fragments verticaux. Mais c'était vraiment un poète absolu et très très pur. Enfin, il ne s'est jamais écarté, même pour écrire un essai sur autre chose qui ne fut pas la poésie, n'est-ce pas? Il croyait vraiment, pour lui, cette voix était comme une voix divine, une voix sacrée, une voix, la seule voix possible. Non? Et je me souviens, il connaissait aussi mon travail, et puis qui était essentiellement des poèmes. Mais un jour, j'ai commencé à écrire en prose, j'ai commencé à m'essayer à la prose, et au début, il n'a pas beaucoup aimé. Je l'ai senti. Et j'ai pensé que il pensait que je prenais un mauvais tournant, que j'allais écrire en prose pour je ne sais pas, pour vendre peut-être mes livres ou pour devenir plus célèbre. Et il n'avait pas été très content lorsque je lui ai apporté mon premier livre en prose. Et tout simplement, moi, je voulais m'essayer à écrire comme cela. J'avais commencé à écrire en espagnol, puis j'avais continué à écrire en français la poésie, et puis je voulais voir si je pouvais aussi écrire en prose. Mais ce n'était vraiment pas des livres très faciles. Et puis il s'est rendu compte tout de suite, et le deuxième livre en prose a été très bien accueilli par lui. Mais pour vous dire combien, lui, cette idée du poète et de la poésie, dans sa pureté absolue, lui était chère, et vraiment, oui, ça le faisait vivre, et oui, ça l'illuminait, ça le guidait. Il n'y avait aucun autre bien-être possible, ni matériel, ni d'aucune autre espèce pour lui que celui-là. Il était tellement heureux que la France l'ait reconnu. En fait, la France l'a reconnu avant l'Argentine. Et
Donc il adorait venir ici et où il avait beaucoup d'amis. Je pense qu'en ce moment, personne peut-être ne pense à moi dans l'univers, que moi seul je me pense. Et si maintenant je mourais, personne, ni moi, ne me penserait. Et ici commence l'abîme, comme lorsque je m'endors. Je suis mon propre soutien et me l'ôte. Je contribue à tapisser d'absence toute chose. C'est pour cela peut-être que penser à un homme revient à le sauver. Il était très proche de Porcia. Il était très proche de Porcia, mais c'était comme un fils de Porcia. Mais moi, je lui disais toujours, mais tu es beaucoup mieux que Porcia et je préfère toi. Alors, Roberto me disait, mais non, c'est parce que tu ne le connais pas bien. Mais ce que j'aimais moins chez Antonio Porcia, c'est que Porcia affirmait beaucoup. Enfin, toutes ses phrases sont 2 et 2 font 4. C'est très beau. Mais je veux dire, au bout de quelques pages, et peut-être ai-je tort, mais je me fatiguais de toutes ces affirmations qui étaient très savantes, mais qui étaient un petit peu ennuyeuses. Et aussi la disposition sur le papier, toujours 2 lignes, un espace, 3 lignes, un espace, comme ça. Et alors, je lui disais à Roberto que chez lui, il y avait quand même toute une incertitude, tout était comme disloqué, qu'il avait trouvé l'envers des choses, et aussi l'enfer des choses, et donc qu'il y avait une vie et une création qui, à mon avis, dépassait Antonio Porcia. Mais lui et sa femme, tous les deux, restaient très très fidèles et très amoureux d'Antonio Porcia. Est-ce que la poésie de Juarros vous a mis sur le chemin de quelque chose ? Oui, oui, parce que pour moi, sa poésie, c'est vraiment un mode de connaissance. Par conséquent, bon, sans employer des mots trop disons, prétentieux, mais je vois sa poésie comme une sorte d'art objectif, c'est-à-dire comme une sorte de poésie qui agit sur l'être. Donc, c'est une poésie qui m'a aidé à vivre, tout simplement, d'avancer dans ces mondes, de donner de l'espoir dans ces mondes. Donc, s'il y a une action, c'est ça que j'appelle objectif, il y a une action sur l'être, c'est pas simplement pour la délectation ou pour la joie, mais c'est pour l'action dans ces mondes, maintenant. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Je crois que c'est là le rôle sacré, justement, de la poésie. Surtout à cette discussion qui, pour moi, a une dimension extraordinaire, qui était cette rencontre en tête-à-tête que nous avons eue à Venise, quand il m'a amené dans un des restaurants qu'il aimait à Venise, et nous avons évoqué les problèmes de la mort. Il était déjà malade à ce moment-là. Je voyais très bien qu'il n'y avait aucune angoisse liée à la mort elle-même. C'était pas la peur de la mort, mais il m'a dit qu'il avait peur de ne pas finir son œuvre. Et quand j'ai dit, mais ton œuvre est déjà là, elle est présente, elle est déjà accomplie, elle est présente. J'ai vu son visage, j'oublierai jamais ce visage, illuminé tout d'un coup, après cette obscurité, cette ombre qui était sur son visage, tout d'un coup, j'ai vu s'illuminer comme d'une joie d'enfant, comme si moi j'étais un conteur des contes de fées, et il m'a pris au sérieux. Et voilà, un souvenir de son visage, de ses passages, de l'ombre à la lumière. C'était d'ailleurs pas très longtemps avant son départ de ce monde. Vous avez là devant les yeux les 2 derniers poèmes de Roberto Juarros. Oui, j'ai été très émue de recevoir, il y a 2 jours, 2 poèmes qui m'ont été transmis par la poésie, la revue Poésie 95, Pierre Dubronquez, qui dirige cette poésie et qui va faire un petit hommage à Roberto Juarros avant la fin de l'année. Et donc, qui avait demandé à sa femme de lui envoyer, si elle le pouvait, des poèmes de Roberto Juarros. Et donc, Laura Serrato lui a envoyé 2 poèmes. Je les ai reçus hier et je viens en faire une traduction
un petit peu littéral. Je ne sais pas si vous voulez que je le lise en espagnol ou en français. Peut-être les deux. Les deux. Las respuestas se han acabado. Quizás nunca existieron y solo eran espejos enfrentados al vacío. Pero ahora también las preguntas se han acabado. Los espejos se han roto, hasta los que no reflejaban nada, y no hay modo de rehacerlos. Sin embargo, tal vez quede en alguna parte una pregunta. El silencio es también una pregunta. Resta un espejo que no puede romperse, porque no se enfrenta a nada, porque está dentro de todo. Hemos encontrado una pregunta. ¿Será el silencio también una respuesta? Quizá a determinada altura las preguntas y las respuestas son exactamente iguales. Les réponses ont pris fin. Peut-être n'ont-elles jamais existé, et elles ne furent que des miroirs confrontés avec le vide. Mais à présent, les questions ont pris fin aussi. Les miroirs se sont brisés, même ceux qui ne reflétaient rien, et il n'y a pas moyen de les refaire. Pourtant, peut-être il reste quelque part une question. Le silence est aussi une question. Il reste un miroir qui ne peut pas se briser, parce qu'il ne se confronte avec rien, parce qu'il est à l'intérieur de tout. Nous avons trouvé une question. Le silence est-il aussi une réponse? Peut-être, à un moment déterminé, les questions et les réponses sont exactement pareilles. Je ne comprends pas la distance. Comment comprendre l'espace qui me sépare de l'arbre, si son écorce dessine les lignes qui manquent à ma pensée? Comment comprendre la parenthèse qui va du nuage à mes yeux, si les figures du vent délient le temps serré de ma petite histoire? Comment comprendre le cri pétrifié qui gèle toutes les paroles du monde, si de même qu'il n'est qu'un seul silence, il n'est au fond qu'une seule parole? Je ne comprends pas la distance. L'ultime preuve en est l'espace absurde qui sépare en deux vies ton existence et la mienne. Les poèmes de Roberto Juarros sont en général tristes. Ce sont des poèmes tristes, mais pas avec une tristesse qu'on reconnaît comme une tristesse, disons, dans le ton ou dans l'intonation du poème. Ce n'est pas une tristesse non plus nostalgique. C'est comme une tristesse de fatalité, fatale. C'est plus une gravité, non? C'est comme une gravité, c'est comme une gravité. C'est comme une couleur, c'est comme un gris sombre. Et d'ailleurs, dans les fragments verticaux, j'avais également noté un poème qui, c'est beau parce qu'il parle des couleurs avec lesquelles il écrit. Et il dit ceci, qui lui va très bien, parce qu'on retrouve tout ce qu'il est dans ses poèmes et tout ce qu'il était lui-même dans ses propres écrits. Alors dans les fragments verticaux, il dit « Il faut arriver à pouvoir écrire une écriture noire, qui n'altère pas le noir de la surface devant ou à l'intérieur de nous. Et il faut arriver à pouvoir écrire une écriture vide, qui pénètre dans le vide et y fasse surgir l'être. Seuls les traits de ces écritures susciteront l'insondable écriture des rêves. » Donc c'est ça qu'il faisait. Il écrivait comme s'il écrivait avec la pointe d'un crayon noir, de l'encre noire, avec du vide. Aussi, ça me frappe souvent lorsque je pense à son écriture qu'il choisit toujours certaines voyelles, certaines consonnes, par exemple le M, le N, avec le O. Enfin, certains sons sourds, c'est toujours des sons qui sont sourds. Et comme vous dites, oui, c'est une gravité et une sorte de désespoir brillant. C'est un désespoir qui tout d'un coup a un formidable éclat, qui sauve tout.
C'était Roberto Juarros, Le Puits et l'Étoile, une émission proposée par Catherine Soulard, avec Raphaël Sorin, Bertrand Fillaudeau, Roger Munier, Sylvia Baron-Supervielle, Michel Camus, André Velter, Bassarab Nicolescu et la voix de Roberto Juarros, archive INA.